Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Dans l'actualité ce soir, Jacob Zuma, de plus en plus seul en Afrique du Sud. Le plus grand syndicat du pays appelle le président à démissionner. La COSATU est l'un des partenaires clés de l'ANC au pouvoir. Dans 2 jours, les premières élections de l'ère post-Jammeh en Gambie. Les législatives se préparent dans le calme. C'est un scrutin-test pour Adama Barrow qui est en place depuis un peu plus de 2 mois seulement. Les mouvements citoyens à l'œuvre sur le continent, c'est le thème de votre éclairage ce soir, Christian Eboulé. Oui, elle s'appelle Lucha Filimbi, le ballet citoyen, ou encore Y'en a marre. Ce sont des organisations animées par de jeunes Africains qui veulent libérer et démocratiser le continent. À tout à l'heure, Christian. Et puis un pèlerinage dans ce journal. On va emprunter une ligne de chemin de fer mythique, Addis Abeba, Djibouti. C'est le décor du premier roman de Stéphanie Braqueuet. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. En Afrique du Sud, combien de temps Jacob Zuma restera-t-il encore au pouvoir? Le président sud-africain est aujourd'hui plus isolé que jamais. Le COSATU, la toute-puissante confédération syndicale, n'a plus confiance en lui. Elle lui demande de démissionner. L'heure de Matos. La charge vient cette fois-ci d'un allié historique de l'ANC. La COSATU ne croit plus que le président soit la bonne personne pour unifier et mener le mouvement. Nous pensons qu'après toutes ces indéniables contributions au mouvement et au gouvernement, le moment est venu pour lui de démissionner. La COSATU, la puissante confédération syndicale sud-africaine, lâche Jacob Zuma. Avec le Parti communiste, qui a lui appelé lundi à sa démission, et l'ANC, le parti au pouvoir, le syndicat forme une alliance depuis la fin de l'apartheid. Les 3 organisations sont censées travailler main dans la main, prendre des décisions communes. Et pour la COSATU, Jacob Zuma n'a pas respecté ce devoir de concertation. En particulier la semaine dernière, lorsqu'il a limogé son ministre des Finances, Pravin Gordhan. L'homme avait la confiance du peuple, mais aussi des marchés, car il était vu comme le garant de la bonne gestion de ce gouvernement. Lundi, l'agence Standard & Poor's a abaissé la note de l'Afrique du Sud en catégorie junk, autrement dit à risque. C'est un fidèle du président Malusi Gigaba qui gère désormais les finances sud-africaines. Je ne dis pas que c'est facile de se remettre d'une dégradation, mais je pense qu'on peut gérer les risques politiques et les pratiques qui ont été soulignées par Standard & Poor's et qui ont également été pointées du doigt par Moody's. La pression monte sur Jacob Zuma, embourbé depuis plusieurs mois dans une série de scandales. Même au sein de l'ANC, certains veulent le voir partir. L'ANC qui a le pouvoir de démettre le chef de l'État, il l'avait fait en 2008 pour le prédécesseur de Jacob Zuma, son rival Thabo Mbeki. En Guinée, Toumba Diakité demande sa liberté provisoire. L'ancien militaire guinéen est en prison depuis son extradition il y a 3 semaines. Il est poursuivi pour le massacre du 28 septembre à Conakry, mais sur la quinzaine d'inculpés dans ce dossier, il est le seul à être incarcéré. On écoute son avocat. Plutôt que d'être un acteur ou un coupable idéal, Toumba, à ce jour, est venu pour changer son statut pénal. Il est le seul à avoir été placé sous mandat de dépôt, incarcéré à la maison d'arrêt de Conakry, alors que les autres sont élevés en dignité dans les différentes sphères de l'administration publique, s'ils ne sont d'ailleurs pas perchés à la présidence de la République. En Gambie, dernier jour de campagne électorale, c'est jeudi que les électeurs seront appelés à voter pour les élections législatives. Il s'agira d'un scrutin-test pour le pays qui a choisi l'alternance en décembre dernier en élisant Adama Barrow président. Ce seront d'ailleurs les premières élections depuis Yahya Jammeh. Les précisions de Laure de Matos. C'est un changement d'air qu'attendent les Gambiens. Et en ce dernier jour de campagne législative, ils y croient. Les choses peuvent vraiment changer, parce que même politiquement, les gens sont plus libres de faire campagne. Nous avons beaucoup de candidats indépendants et beaucoup d'options pour voter. Je suis très heureux que les élections se déroulent différemment aujourd'hui. L'élection présidentielle était très transparente et je sais que ces législatives le seront aussi. Les Gambiens devront élire jeudi 48 députés pour 5 ans.
Peu de posters géants en centre-ville à Banjul, mais des affiches de petits formats collées ça et là et qui présentent des visages nouveaux, issus de 9 partis ou listes indépendantes. Les candidats et leurs partisans font campagne dans la joie. Rien à voir avec l'époque de l'ancien président Yahya Jammeh, qui a finalement quitté le pouvoir en janvier après 22 ans à la tête du pays. L'Assemblée nationale version Jammeh était une coquille vide. Les attentes sont très fortes car l'Assemblée nationale sortante était perçue comme une simple chambre d'enregistrement. Et c'était le cas. Les députés ne servaient pas l'intérêt du peuple mais celui du gouvernement. Et je ne peux pas croire que les futurs parlementaires veuillent suivre leur exemple. La PRC, le parti de l'ancien président Jammeh, est encore au rendez-vous cette année. Il présente des candidats dans la majorité des circonscriptions. Il avait remporté une victoire écrasante en 2012 lors des précédentes législatives, des législatives qu'avaient boycottées 6 des principaux partis d'opposition. Sophie Petronin a été enlevée à Gao, dans le nord du Mali, le 24 décembre dernier. L'humanitaire française dirigeait une association d'aide à l'enfance. Son enlèvement n'a jamais été revendiqué. Et aujourd'hui, 100 jours plus tard, l'enquête piétine et son fils Sébastien décide de sortir du silence. Écoutez. La position de l'État français, c'est ne communiquez pas, ne dites rien parce que ça fait monter la valeur de l'otage, parce que ça peut être dangereux pour elle, etc. Donc c'est une lourde responsabilité que de communiquer. Maintenant, à nous aussi de définir un temps raisonnable à partir duquel il faut quand même en parler, parce que là, on a eu quasiment une centaine de jours où on s'est abstenu, où on n'a rien dit. Mais on a peur qu'elle tombe dans l'oubli. Ma mère a 72 ans, donc on ne peut pas attendre 3 ans, 4 ans dans des conditions difficiles de détention. Bien sûr qu'il faut être très discret et il faut laisser faire l'État français et les professionnels et les services concernés quand il s'agit d'affaires avec des groupes très importants, armés ou qui a des raisons géopolitiques qui rentrent là-dedans. En revanche, si c'est des petits malfrats dans un périmètre de 50 km de Gao, au jour d'aujourd'hui, il y a autant de possibilités, mais là, on n'est pas du tout sur le même mode opératoire. Je ne crois pas que le silence soit la meilleure solution. Voilà des propos recueillis pour nous par Guillaume Gouet à Paris. Notre éclairage du mardi soir à présent, on parle des mouvements citoyens avec vous. Christian Eboulé, on pense à Ballet citoyen, il y en a marre, Filimbi, la Lucha, tous ces mouvements ont un point en commun. Ce sont des jeunes qui les animent et qui veulent instaurer un rapport nouveau à la citoyenneté, à la démocratie. Absolument, Linda, et c'est l'un des grands intérêts de cet excellent ouvrage, Une jeunesse africaine en quête de changement, publié par le GRIP, le groupement de recherche et d'information pour la paix et la sécurité, basé à Bruxelles, en Belgique. Un ouvrage collectif qui regroupe des universitaires africains et européens autour d'objectifs communs, mieux faire connaître ces mouvements citoyens, les trajectoires historiques dans lesquelles ils s'inscrivent, le contexte dans lequel ils ont émergé ou encore leur mode d'organisation et de financement. Et c'est des textes courts, très accessibles et qui peuvent parfois servir de mode d'emploi à tous ceux qui aujourd'hui sur le continent ont soif d'action et de changement. Et ces mouvements citoyens dont on parle depuis quelques années sont devenus le fer de lance de manifestations dans plusieurs pays. On n'hésite plus grâce à eux à descendre dans la rue. Beaucoup de ces mouvements sont également très actifs sur les réseaux sociaux. Comment expliquer ce dynamisme très militant ? Eh bien, écoutez, il y a aujourd'hui d'importantes mutations sociales et politiques qui ont cours au sein des sociétés africaines. Et parmi ces mutations, au cœur de ces mutations, il y a 2 phénomènes importants. Le développement de jeunesse urbaine et de classe moyenne. Et ces 2 catégories sociales sont la plupart du temps les mieux éduquées et souvent les plus critiques vis-à-vis de tout exercice autoritaire du pouvoir. Il n'est donc pas étonnant qu'elles soient les principaux vecteurs aujourd'hui des changements au sein du continent et la plupart du temps, pour les mouvements citoyens, eh bien c'est là un vivier dans lequel ces mouvements viennent puiser leurs forces vives qui leur permettent notamment d'être très actifs aujourd'hui. Alors tous ces mouvements citoyens sont en relation au plan national, au plan international. Ils ont tous l'ambition, je le disais tout à l'heure, de libérer le continent, de le démocratiser. Est-ce qu'ils peuvent y parvenir, Christian ?
à défaut de libérer ou démocratiser le continent, l'exemple burkinabé nous montre au moins une chose, c'est que ces mouvements peuvent mettre un terme à un statu quo. Et d'ailleurs, dès le mois de juin 2015, lors d'une réunion qui s'est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso, eh bien, une trentaine de représentants de ces mouvements citoyens, issus de 9 pays africains différents, s'étaient engagés à travailler en réseau, à mettre en commun leurs expériences pour libérer et démocratiser le continent africain. Eh bien, l'avenir nous dira s'ils avaient eu raison de prendre un tel engagement. Eh bien, on va aller suivre ces mouvements citoyens. Merci Christian Eboulé. C'est une pomme de discorde entre la France et le Bénin. Cotonou réclame la restitution de ces objets d'art dérobés par l'ancienne puissance coloniale. Ce sont des objets magnifiques. Il y a des sceptres, un trône, des statues. La France estime que ces trésors lui appartiennent. Elle les expose d'ailleurs dans ses musées, dont celui du Quai Branly à Paris. Voyez ce reportage de Bastien Bory et Guillaume Gouet. C'est sur ce trône que le dernier roi du Dahomey libre commémorait l'Ato. Une cérémonie d'offrande en hommage aux ancêtres. Depuis 1892 et la conquête du Bénin, il est exposé ici, à Paris. Un butin de guerre fait de dizaines d'œuvres, ancrées dans l'imaginaire collectif béninois. Si on se place sur le plan historique, il y a toujours une mémoire rêvée. Et cette mémoire donc des rois est davantage rêvée, et ça participe de la construction identitaire, ce qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, de manière globale. Leur restitution est un combat de longue date. La réponse de Paris, elle, s'est fait attendre. En décembre 2016, le ministère des Affaires étrangères indique ne pas contester les pillages du passé, mais précise que ces œuvres appartiennent aujourd'hui au patrimoine national. Les recours du Bénin sont donc suspendus à la bonne volonté de la France. Je ne vois aucune voie de droit possible. On entend beaucoup parler de cela, mais la France est très ouverte. Le Bénin est un pays ami de la France. Je crois que les demandes de coopération pourront se faire et elles se feront. Des musées se prêtent régulièrement de grandes et belles expositions. Il suffit simplement que des infrastructures soient je dirais, aux normes dans chacun des pays. C'est ici, dans ce musée bien vide au sud du Bénin, que les trésors d'Abomey pourraient un jour revenir. Le gouvernement français n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais certains spécialistes affirment qu'un retour est à exclure. Et pour le Bénin, ces œuvres doivent lui être rendues. Elles font partie de son patrimoine, selon lui. Je vous propose d'écouter le ministre béninois des Affaires étrangères, qui était tout à l'heure l'invité du 64 minutes. L'État, en voulant récupérer ses biens, entend bien entendu avoir une offre culturelle forte dans sa nouvelle politique touristique, mais pas seulement cela, mais l'État entend avoir des éléments pour pouvoir dire notre histoire aux générations montantes, parce que nous sommes, dans notre pays, engagés désormais dans un processus de redéfinition de nos priorités, mais aussi un processus de restauration de notre dignité et de développement et d'engagement vers notre avenir. Et cette histoire de France coloniale rappelle votre roman, Stéphanie Braqueuet. Merci d'être avec nous. Vous disiez à l'instant, on est en plein dedans. Vous publiez Ligne de fuite aux éditions Lattès. C'est un roman qui nous emmène presque en pèlerinage le long du chemin de fer franco-éthiopien entre Addis Abeba et Djibouti. On est en pleine période coloniale française. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur ce thème? Alors en fait, ce roman, c'est 3 voies qui couvrent 3 générations, qui couvrent à peu près un siècle, donc les années 1920 jusqu'à aujourd'hui. L'arrière-grand-père qui était le directeur de ce chemin de fer, le grand-père et une petite fille, une jeune femme en fait qui part à la recherche d'un secret enfoui il y a longtemps, un secret familial. Et elle part le long de cette ligne de chemin de fer, et ces 3 voies suivent cette ligne de chemin de fer qui a été construite à la fin du 19e siècle par les Français principalement, qui a été beaucoup voulu par Ménélique II, qui était l'empereur d'Éthiopie, qui voulait un débouché maritime, et c'était un peu vu comme le fleuron de la France coloniale à l'époque. Donc ça donnait l'occasion justement de reparler de cette époque et de faire un parallèle entre ces légendes familiales qu'on reçoit quand on est enfant et la jeune femme Emma, qui est le personnage principal du roman, va partir en quête d'un secret, et à travers cette quête va déconstruire des légendes familiales. On a tous
eu des récits par nos grands-parents, des récits figés qui façonnent aussi un peu notre identité, et c'était cette démarche-là qui m'intéressait. Interroger la période coloniale de la France, finalement. Et à la fois interroger ça et le récit unique. Et multiplier les récits, ça permet aussi d'abord de donner un petit peu d'air, et puis de rendre la chose moins émotionnelle, et de reconnaître le fait que oui, il y a une multiplicité de récits qui va à l'encontre de la question du roman national. Alors, avant d'être romancière, Stéphanie Braqueuet, vous êtes journaliste basée à Nairobi, au Kenya. Vous avez travaillé pour nous, d'ailleurs, pendant quelques années. Vous avez mené une véritable enquête de terrain pour écrire ce roman. Comment ça s'est passé ? Alors, je suis effectivement, j'ai remonté cette ligne de chemin de fer entre Addis, Dire Dawa. Je suis pas allée jusqu'à Djibouti parce que le rail, l'ancien rail, en fait, a été écrasé juste quelques mois avant par le rail chinois, parce qu'il faut quand même dire que les Chinois sont en train de construire, enfin ont fini d'ailleurs de construire un TGV. Et donc j'ai rencontré des cheminots qui m'ont accueilli à bras ouverts, et en fait ces cheminots c'est une bulle francophone un peu avec un peu tout ce qu'il peut y avoir de révolu, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de nostalgie par rapport à une période à la fois impériale, puis qui correspondait à la période, à l'apogée en fait de ce rail. Et ils regrettent que ce rail soit en déshérence et remplacé par un TGV chinois qui va les laisser très probablement sur le quai. Oui, les Européens, les Américains, ils ont oublié l'Éthiopie, dit un de ces cheminots dans votre livre. La Chine s'est précipitée dans la brèche. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les anciennes colonies françaises ? Alors, je ne sais pas à l'échelle de toutes les colonies françaises, mais en tout cas, en Éthiopie, c'est vraiment intéressant de voir que voilà, tout ce système qui avait été mis en place avec des cheminots qui devaient apprendre le français pour pouvoir travailler sur la ligne, sont vraiment laissés de côté par ce TGV. Il y a un TGV, mais il y a aussi un tramway. Et, voilà, et ce que fait remarquer le personnage principal à un moment quand elle arrive justement à Addis Abeba, c'est que ça sort de partout comme des champignons, quoi, une espèce de industrialisation en accéléré. On n'a pas d'électricité depuis hier, on veut faire tout vite dans ce pays, ça construit de partout, mais on n'a pas d'eau non plus. Hein. C'est aussi une patronne de restaurant là, qui parle et qui explique un petit peu ce qui se passe. La patronne du restaurant, en fait, c'est la fille de la patronne mythique du buffet d'Awash, qui était une escale, qui l'est toujours d'ailleurs, qui était une escale de ce rail et qui maintenant n'a presque plus d'invités, en tout cas pour déguster des bons repas comme avant. Stéphanie Braqueuet, auteure de Ligne de fuite, un roman, hein, je précise, qui paraît aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Un dernier rappel avant de vous quitter. Dans notre chronique, on en parle demain soir, mercredi. On va se pencher sur la procréation médicalement assistée en cas d'infertilité. La PMA a-t-elle sa place selon vous? Vos témoignages nous intéressent. Écrivez-nous sur notre page Facebook. Voilà pour l'essentiel. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet, sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Merci, à demain.